Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Est-ce que la chasse au gros gibier en Abitibi-Témiscamingue a été un succès encore cet automne? Alors, pour nous en parler, je reçois le biologiste grande faune du ministère des Ressources naturelles et de la faune, M. Marcel Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation. Invitation annuelle. Oui. Il faut le dire, ça fait plusieurs années qu'on vous reçoit à la clôture de la chasse à l'Orignal. Et puis, on vient toujours faire une espèce de rétrospective à savoir comment a été la chasse. Cette année, on avait droit aux trois, soit la femelle, le mâle et le veau, autrement dit. Est-ce que la chasse à l'Orignal a été bonne cet automne, malgré la chaleur, il faut dire? Effectivement, c'est ça, parce que quand il fait très chaud, souvent l'animal va être moins actif le jour. Oui. Donc, les gens devraient profiter davantage des premières heures du jour parce que l'animal est un peu plus actif. Mm-hmm. La nuit, on n'a pas le droit de chasser, donc il faut laisser faire ces choses. Oui. Mais malgré ça, oui, ça a été une très bonne saison. On parle de 3250 orignaux prélevés. C'est pas l'année record de 2005. C'est la troisième, meilleure année, est-ce que... À peu près, oui. Oui, quand on regarde depuis 2001. Parce que quand on regarde en 2003, il y avait 3357, mais en 2005 a été extraordinaire. 3747 orignaux abattus. Oui. C'est vrai qu'on parle d'il y a 6 ans passés, mais qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. On avait connu une progression assez soutenue depuis, je dirais, le premier plan de gestion. On voyait d'année en année augmenter. Puis en 2004, on avait devancé les saisons de chasse d'une semaine. Donc ça, c'est venu comme donner plus de chance, disons, aux chasseurs de prélever des Moins de chance aux gibiers, plus de chance aux chasseurs à ce moment-là. Donc, c'est ce qui a sûrement aidé à avoir un résultat, disons, aussi, mettons, intéressant. Oui, oui. Malheureusement, on a vu assez vite par après que ça s'est mis à descendre. On a constaté une baisse de 2006 jusqu'à 2009. Oui, exactement. Parce que entre 2005 et 2006, on y va là, en chiffres, il y a eu quand même 600 bêtes ou à peu près de moins d'abattus. C'est beaucoup. Oui. Et même si en 2007, par exemple, où, on avait connu aussi un peu une augmentation du nombre de chasseurs, donc c'est ça qui avait allumé des lumières. On dit, oups, il y a un peu plus de chasseurs, puis on prélève moins d'orignaux. Puis on voyait d'autres éléments aussi dans le suivi, là, en termes de productivité des femelles. On voyait moins de jeunes dans la population, tout ça. Donc, c'était un effet négatif d'avoir commencé les saisons de chasse au tout début d'octobre. OK. Mais vous l'avez poursuivi quand même, par exemple, c'est ça? Bien, aussitôt qu'on a pu, c'est-à-dire qu'en 2009, on a fait des consultations. Il faut voir avec les partenaires, là, surtout les représentants d'associations de chasse et pêche et tout ça. Qui sont importants aussi. Puis, c'était unanime, après comme choix. Et comme c'était déjà écrit dans le plan de gestion, le fait d'avoir devancé la saison, ça présentait un risque quand on a une pression, disons, un nombre de préleveurs élevé. Oui. On l'avait mentionné, puis on dit, si on voit que ça ne va pas bien en cours de route, bien, on reviendra pour corriger le tir, si on peut dire. Et puis, c'est donc, pour 2010-2011, là, on est revenu à la situation assez générale qu'on avait auparavant. Là. Exactement. Monsieur Paré, est-ce que, parce qu'on se souvient du premier plan de gestion, lorsque le ministère de la Faune avait lancé ça sur la table, bon, les associations de chasse et pêche s'étaient un petit peu, même un peu beaucoup, élevées contre ça. Ils ont dit, bien là, c'est pas eux autres qui vont venir nous dire comment on doit chasser. Mais est-ce que, selon votre optique à vous, qui êtes biologiste grande faune, est-ce que, selon votre optique, ces plans de gestion-là ont vraiment sauvé la chasse au gros gibier? Bien, elle a amélioré indéniablement. Je dirais, en région, je pense quand même, il y avait eu tellement une grande participation des associations. C'était des assemblées à 400 et 500 personnes. C'était énorme, là. On était champions, disons, au Québec. On avait rencontré peut-être près de 2500 personnes. Et oui, il y avait des tensions parce que, évidemment, la chasse à l'orignal, c'est tellement important en région. Ça représente une grande activité. Puis le bilan qu'on faisait des années précédentes, c'est que plus ça allait, plus ça se détériorait. On avait de moins en moins de chance. Ils étaient moins nombreux. Moins nombreux. Donc, il vous fallait agir. Il fallait agir.
Et l'option, en plus, qui avait été suggérée ici, c'était d'appliquer l'alternance. Les gens ne voulaient pas du tout de tirage au sort. Puis moi, ben, j'ai examiné l'impact possible de tout ça, puis j'y croyais. Je l'ai maintenu, je l'ai défendu à Québec. Puis finalement, on a réussi à le faire appliquer, du moins ici, dans les zones du temps là, de la région là, qui étaient touchées, disons le Témiscamingue, l'Abitibi et la zone 16. Et puis, finalement, au plan de gestion suivant, les gens voyaient, je pense que ça allait bien, que ça plaisait aux gens. Ils l'ont appliqué à peu près partout au Québec, cette modalité-là. Et on a toujours connu, mis à part la situation que je décrivais tantôt, une amélioration. De sorte que, quand on regarde avant le premier plan, là, avant 1994, quand tout était permis, le succès de chasse, c'est-à-dire la proportion de gens, de permis, en fait, qui donnait, disons, un orignal, qui prélevait un orignal, c'était de l'ordre de 7 à 8 OK. Puis maintenant, depuis, je dirais, même quand, prenons l'an passé, même quand la femelle était permise, on avait un succès de chasse élevé à cette période-là, autour de 8,7 Puis imaginez ça, même quand on a protégé 14 ou 1500 femelles, le succès de chasse est équivalent ou supérieur à ce qu'on avait avant le plan de gestion. Donc ça ne trompe pas. Là. Non, absolument pas. Puis quand on regarde ici dans les statistiques, M. Perry, le succès en pourcentage, on revient en 2005, 14,9 c'est près de 15 Puis imaginez énorme. 15 avec, disons, des groupes formés, mettons, en moyenne de 3 chasseurs, chasseuses. 3 fois 15, 45 disons, par groupe. Ça veut dire que c'est pratiquement un groupe sur deux qui avait abattu un orignal en 2005. Pour de l'orignal, là, c'est important, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où l'on se parle, je veux dire, mais, bon, en 2011, les plans ont bien fonctionné, oui, mais est-ce que les orignaux sont quand même en grand nombre chez nous? Là, on parle toujours de Abitibi-Témiscamingue. En grand nombre, c'est relatif. Par rapport à ce qu'il y avait avant, disons, souvent autour ou moins que 2 orignaux par 10 km². Ces années-ci, en termes de densité hivernale, c'est sûrement autour de 3 ou un petit peu plus que 3 orignaux par 10 km². OK. C'est bon. C'est une amélioration. Oui. On vise, en fait, ce que les gens ont exprimé aussi dans les consultations en cours d'année, en prévision du prochain plan de gestion. Ils souhaitent que ça continue à augmenter. Ça devrait y aller tranquillement, graduellement. On va le mesurer. Mais vous faites un bon suivi annuel. Oui, essentiellement par les données de chasse. Puis, aux 7 ou 8 ans, il y a un inventaire aérien qui est réalisé. Et si ce n'est pas cet hiver, ça va être l'hiver prochain. On va le réaliser. Pour avoir une évaluation de la quantité d'orignaux sur l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'on sait que le plan de gestion est terminé en 2011. Oui. Vous arrivez avec un nouveau plan de gestion en 2012-2019. Alors, pour 7 ans, 8 ans de chasse, autrement dit, 8 saisons de chasse. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements à l'intérieur du plan de gestion ou si c'est un peu du pareil au même? C'est du pareil au même. OK. Donc, ça va bien. Date, on ne change pas une formule gagnante, autrement dit. Oui. Puis même sur des possibilités, je dirais, on maintient les quelques particularités régionales, je dirais, mais essentiellement, pour ce qui est de reconduire l'alternance, c'est unanime. De maintenir les mêmes saisons de chasse qu'actuellement, c'est unanime. Encore là, il y a eu une grande participation dans les tournées, la tournée régionale, puis je pense que ça a permis des bons échanges, tout ça. Il y avait la possibilité, par exemple, d'inclure l'arbalète au même titre que l'arc durant la saison. OK, oui. OK. Et ça, encore là, les gens ne veulent pas modifier cette possibilité-là. Et ils veulent maintenir les mêmes conditions, comme c'est actuellement. Aucun changement. Donc, est-ce que je veux juste mentionner, par contre, que dans la démarche, il y a encore une démarche au niveau provincial, ce qu'on appelle la table fonde provinciale. Puis en bout de ligne, le ministre, lui, il va avoir à entériner ou pas les modifications demandées. Okay. Mais donc, habituellement, c'est... Habituellement, ça devrait rester. Je veux dire ça coule bien, autrement. Ça coule bien pour le moment, oui.
Est-ce que les associations de chasse et pêche en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les associations de chasse et pêche? Énormément. Essentiel. Énormément. La collaboration est bonne. Moi, je trouve que c'est une relation excellente avec celles qui sont évidemment membres là, de la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Oui. Je pense qu'il y a des échanges puis vraiment là, positifs, constructifs. Puis encore là, comme dit, ils avaient demandé, eux, dès l'hiver passé, de tenir une tournée régionale. Donc, 6 assemblées dans, mettons, les principales villes de la région. Oui, OK. Puis encore là, on a rencontré des centaines de gens, puis beaucoup de questions, d'échanges. Je pense que ça a été très, très positif. C'est du positif. Donc, pour les années à venir, 2012-2019, c'est ça? Ouais. Il n'y aura pratiquement pas de changement dans les plans de gestion. Ça va rester comme c'est. Comme on disait tantôt, on ne change pas une formule gagnante. Simplement. Monsieur Paré, précaution pour la viande. Cette année, est-ce que les chasseurs ont porté une attention plus spéciale un peu à la viande parce que le temps était chaud? Quand on tue, on est loin en forêt. Il y a certaines précautions à prendre parce qu'on a eu du 22, 23 degrés, 24 degrés même durant la chasse. Oui, puis le plus grand danger aussi, c'est que la nuit, on a eu des nuits qui étaient quand même relativement chaudes, peut-être à 15 ou 17 degrés. Oui, exactement. C'est là que ça fait le plus grand danger, c'est que la chaleur ne peut pas sortir de la chair. Il faut, dans la première nuit, autant que possible, que la chaleur se dégage. Par le froid. Le froid fait sortir la chaleur de la viande. Oui, c'est ça. Et si la chaleur reste prise, évidemment, avec l'épaisseur des pièces, comme les quartiers arrière ou le haut de l'épaule ou tout ça, c'est... Bien là, la chaleur se maintient là quelques jours, bien, les bactéries vont se développer, puis la chair devient impropre à la consommation. Ça pourrit. Ah, mon Dieu. Donc, pour répondre plus complètement à votre question, il y avait eu, en 2004-2005, on avait eu une période aussi là, très chaude dans la première semaine. Puis je pense que ça avait peut-être sensibilisé davantage les gens à faire attention. Puis il y a des associations de chasseurs qui, pour l'année d'après, avaient donné des séances d'information avec des bouchers professionnels, tout ça, pour sensibiliser davantage. Mais malheureusement, il y a des gens, des fois, qui sont habitués dans certaines habitudes puis qui n'ont peut-être pas eu d'inconvénients par le passé. Puis là, bien, ils arrivaient avec leur viande, mettons, chez le boucher ou chez eux. Il y en a qui préfèrent des fois laisser l'animal tout rond, c'est-à-dire sans débutant en quartier, tout ça. Bien là, c'est encore pire parce que la chaleur, elle ne peut pas sortir des quartiers, à moins de prendre certaines précautions, mettre comme des blocs de glace, là, disons, des contenants là, par endroit. Mais l'objectif, c'est vraiment, quand il n'y a pas de fraîcheur suffisamment la nuit, il faut vraiment... si on n'est pas équipé en forêt pour donner de la fraîcheur, il faut sortir, il faut l'amener dans des endroits réfrigérés. Mais il y a une chose qui vient de m'accrocher, là. C'est mieux d'en faire 4 quartiers le plus rapidement possible? Tout le temps, je dirais. Là, pour éviter la perte. Pour éviter, parce que la chaleur, elle ne peut pas sortir de la chair, des muscles, quand c'est tout d'un morceau. À moins de prendre certaines précautions, il y en a des fois qui vont comme... dégarnir le long de la colonne, puis des endroits justement où ça risque de chauffer le plus parce qu'il y a mieux d'épaisser de telle façon. Mais je dirais c'est toujours mieux quand c'est d'épaissé en quartier parce que la chaleur va mieux sortir de la chair. On n'a pas un beau gros mâle, mettons, puis beaucoup de viande, et puis on ne peut pas prendre le risque de laisser de perdre ça. cette venaison-là, c'est vraiment malheureux. C'est dur à aller chercher un orignal aujourd'hui. Ben, c'est ça, la probabilité. Il y en a qui ont des succès des fois assez réguliers d'année en année. Mais il y en a d'autres, ça peut arriver une fois aux 7-8 ans. Puis, exactement. Quand ça arrive, là, il ne faut pas perdre notre viande à ce moment-là. Les abats, pourquoi, M. Paré, que les abats, à chaque année, on demande aux chasseurs, bon, ben, faites attention au foie, aux reins, etc. C'était... Il y a peut-être, je ne sais pas, là, une dizaine d'années passées, ce n'était pas ça tellement, oui ou bien non? Oui, ça remonte. Les premiers avis ont été émis en 1986. Ah, mon Dieu, OK. OK, fait que ça fait quand même 25 ans. Oui, puis cette année-là, puis en 87, on avait réalisé une vaste étude en collaboration avec la fonderie Horn, là,
Minéraux-Noranda du temps. OK. Puis, ça dressait le portrait, puis on avait vraiment là, des teneurs très élevées dans le foie et beaucoup plus dans les reins de l'orignal. C'est le cadmium, c'est le fameux cadmium. Oui, c'est le cadmium, c'est un métal lourd qui est mis en circulation un peu dans la végétation. Puis comme l'animal, l'orignal doit manger plusieurs livres, de grandes quantités de feuillage ou de ramilles en hiver, tu sais, avec certaines teneurs, bien là, graduellement, ça s'accumule, lui, dans ces organes-là. Puis, quand on en consomme, évidemment, ça présente un certain risque pour la santé. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un problème l'année d'après. Non, c'est avec les années, que cette quantité-là peut s'accumuler puis peut amener des problèmes de santé au niveau des reins. Est-ce que c'est mieux d'abord à ce moment-là de ne pas en manger, tout simplement? Ou bien, c'est quoi les conseils que vous donnez? Bien, en fait, ça relève de la santé publique. OK. Oui. Aller jusqu'à, je dirais, l'an passé, l'Agence de la santé ou tout ça rediffusait le dépliant ou la norme en disant, bien, pour tout ce qui est des cervidés et même de l'ours noir, au Québec, on ne consomme pas le foie ni les reins. Cette année, ils ont ouvert un petit peu en disant, bien, si c'est du foie d'orignal, peut-être qu'un ou deux repas dans l'automne, qu'il n'y a pas de risque. Donc, là, je fais juste reproduire, la consigne, disons, ou le communiqué que l'Agence de santé a fait paraître là, cet automne. Donc, mais on est en révision là-dessus. Moi, je demandais plus de détails parce qu'on a quand même le championnat à peu près mondial des teneurs de cadmium dans l'orignal. Puis, c'est à faire attention. Ouais. Je pense que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que le mieux de tout, pour ne pas prendre de chance, ce serait de ne pas en consommer. Bien, je pense que jusqu'à preuve du contraire, en fait, jusqu'à temps qu'il y ait des études souvent, oui, puis souvent, ça n'origine pas de nulle part. C'est des normes qui originent de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est ça, exactement. Sur les teneurs, disons, jugées acceptables pour le maintien d'une santé. Donc, ce fut encore cette année une bonne période de chasse. Le plan de gestion qui est terminé cette année revient de 2012 à 2019. Alors, le ministère de la Faune est content des résultats de cette chasse-là, du plan de gestion passé et futur aussi? Tout à fait, tout à fait. Puis, comme dit, je pense qu'on a réagi aussi assez rapidement au cours des dernières années pour venir corriger la tendance qui s'installait, qui allait la baisse depuis 2006. Okay. Puis ça a renversé, puis ben, tant mieux, bravo, je pense que tout le monde va en profiter. Exactement. Monsieur Paré, les gens, je ne dirais pas que les gens paniquent un peu, non, mais il est quand même, il y a des cougars. Bon, ça a fait les manchettes. Je crois que c'est en Estrie qu'il y a des chevaux qui ont été attaqués, puis etc. Bon, ici, chez nous, c'est quoi en région? Vous êtes placé pour en parler. Est-ce que chez nous, le cougar est présent au moment où l'on se parle ou bien non? Il n'y a rien qui prouve en ce sens qu'il n'y a pas de photo crédible, il n'y a pas de poil, il n'y a pas de piste, il n'y a rien. C'est quoi la situation chez nous pour le cougar, pour rassurer les gens? Oui, bon. Il y a des présences, je dirais, on reçoit, nous, peut-être 15 à 20 mentions par année et depuis très longtemps. OK. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il serait présent, mais en très petit nombre, évidemment, parce que c'est un grand félin qui doit couvrir des grands territoires pour aller chercher sa nourriture. Sa nourriture, c'est principalement du gros gibier. Hein, il s'attaque au gros gibier. Oui, mais surtout, je dirais pas de grande taille, pas sur un orignal adulte. Okay. Il pourrait, par exemple, au niveau d'un faon. Okay. Dans l'ouest, où il est beaucoup plus présent, sa proie principale, c'est le cerf de Virginie. Donc, on en a du cerf de Virginie en région, mais pas en grand nombre. Puis les endroits où on a le plus de mentions, c'est pas des endroits où il y a nécessairement du cerf de Virginie. Donc, on peut penser à des jeunes orignaux. Peut-être près des fermes, des veaux, des choses de même? C'est possible. C'est possible. Mais au moment où l'on se parle, M. Paré, là, vous, là, au ministère, là, vous n'avez pas entendu parler de gens qui ont vu des cougars
chez nous, là. Ah oui, comme oui. je mentionnais, c'est bon an, mal an, on reçoit 15 à 20 observations du genre. Puis là, on a un rapport qu'on leur présente, en tout cas, qu'ils peuvent compléter là, assez rapidement, qui permet de cerner davantage les informations. Et parfois, ça semble bien crédible. D'autres fois, on a pu avoir des mentions, des fois, puis on se rend sur les lieux, puis tout ça, puis il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'évidence. Est-ce que les gens peuvent confondre cougar et lynx? Oui, oui. Évidemment, oui. Je dirais même des fois, vu d'un certain angle, le lynx, parfois, il va comme s'arrêter en marchant, puis il va avoir comme une des pattes arrière étirée. Puis il y en a des fois qui vont confondre ça pour une longue queue. C'est parce pas que la queue, le lynx, c'est-à-dire le cougar a une très longue queue. Ça, c'est vraiment un trait caractéristique. Là, vraiment, ils peuvent confondre la patte très bonne queue avec, c'est ça. La tête aussi, évidemment, le lynx, ça, des poils. C'est un gros chat. C'est un gros chat. C'est ça, oui. Puis il y a des poils au bout des oreilles, alors que le cougar a une tête plus grosse, un peu plus ronde, mais il n'y a pas de poils au bout des oreilles. Donc, Monsieur Paré, merci beaucoup. C'était votre visite annuelle et ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Alors, les chasseurs sont heureux, le ministère est heureux aussi. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, on va sûrement se revoir pour d'autres statistiques, encore une fois, sur la chasse. Merci bien. C'est une vraie belle opportunité que vous nous offrez là, de pouvoir partager ces informations-là. Ça nous fait plaisir, Monsieur Paré, et je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 15 ans que le Club Lion de mécanique organise, en collaboration avec le Club de la Fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur macamicois. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Monsieur Thibodeau, parce que c'est très, très important. On ne le dira jamais assez. La pauvreté existe. Elle existe partout. Et chez nous aussi, elle existe. Au moins, essayons une fois par année, si possible, de rendre des familles heureuses durant le temps des fêtes. Et puis, ça fait quand même, c'est la 15e édition cette année, M. Thibodeau? Effectivement, oui. C'est notre 15e année qu'on fait cette activité qui, comme tu mentionnes, est très importante là, pour une bonne partie de notre population, une bonne partie de la population qui ont des besoins, autant la période des fêtes que durant toute l'année aussi. C'est sûr que là, on parle de la période des fêtes, mais la pauvreté, elle n'existe pas seulement qu'aux fêtes. Là. Elle existe pendant l'année complète, mais au moins, on essaie pendant au moins une fois par année. Je sais que le Club de la Fraternité aussi en fait beaucoup, beaucoup. Là. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais vous travaillez en collaboration avec ce club-là, puis qui lui travaille à l'année ou presque pour les démunis. Et le Club Lion vient en aide d'une façon spéciale durant le temps des fêtes. C'est important. Bien, exactement. On a, nous autres, une fenêtre là, où c'est qu'on a un travail à faire, qui est la cueillette. Par contre, comme tu mentionnes, la fraternité, durant toute l'année, subvient à des besoins qui sont sporadiques à l'occasion. C'est très, très important, je pense, pour notre communauté. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a encore cette année, M. Thibodeau, des sacs spéciaux? Ou bien non, si les gens vont être appelés juste à mettre ça dans des sacs ordinaires ou quoi? Comment ça fonctionne? OK. Il n'y aura pas de sacs spéciaux cette année qu'on faisait. On avait l'habitude de faire la distribution. Question environnementale. On s'ajuste. On fait notre part de ce côté-là. Donc, on ne distribuera pas de sacs. On invite les gens à récupérer des sacs qu'ils ont à la maison. Ça peut être des boîtes de carton, des sacs de papier aussi. Réutiliser ce qu'ils ont déjà. Et puis, comme on mentionnait, c'est sûr que nous autres, on va faire la cueillette là, le 4 décembre à compter de 12h30 là, pour récupérer ces denrées. Quand on parle de denrées non périssables, je sais qu'on en parle à chaque année, ça revient aussi, mais il faut quand même aussi sensibiliser les gens. On ne le fera jamais assez d'inciter les gens
à donner, même si c'est rien que 2-3 boîtes de conserve, mais ce n'est pas le petit nombre, c'est qu'à la fin, ce petit nombre-là devient un gros nombre à la fin. C'est ce qui est important. Alors, dans les denrées non périssables, vous ramassez quoi exactement? On ramasse, dans les denrées non périssables, ce qui est très bien connu, c'est le canage, les cannes, etc. Oui. C'est des choses qui sont très faciles à récupérer, les céréales. Il y a tout ce qui est non. Tout ce qui n'est quand on passe qui n'est pas viande, autrement dit. Exactement, viande, fruits et légumes, naturellement, oui, c'est sûr que c'est pas possible. Mais c'est ça, tout ce qui est non périssable, ce que des gens me disent, c'est qu'ils commencent très tôt, au mois de milieu de novembre, à chaque épicerie, chaque semaine, ils achètent un petit peu plus, quelques items de plus, puis ils se ramassent lorsqu'on fait la cueillette avec une bonne boîte de provisions qui n'a pas un gros impact sur leur budget. Mais par contre, il y a un impact primordial pour ceux qui en ont besoin. Exactement. C'est important. Il y a aussi des dons, le linge est accepté, M. Thibodeau? Est-ce que le linge est accepté? Non, le linge n'est pas accepté. Okay. Bien, le linge, écoutez, s'il y en a qui ont, je ne sais pas si c'est bien connu de tout le monde, il y a le comptoir familial qui est parrainé par le Club à Lyon, qui, eux autres, acceptent le linge. Mais dans cette collecte-là, on parle de jouets pour enfants. On parle de dons en argent aussi, qui est important, parce que ce n'est pas tout d'avoir des denrées non périssables. On le disait tantôt, en ce qui a trait aux fruits et légumes, en ce qui a trait à la viande, là, ce sont des achats qui seront faits tout près du 4, c'est-à-dire tout près de quand vous allez distribuer. Là, il y a de la viande, donc ça prend des sous à ce moment-là. Exactement. C'est très, très important aussi d'avoir de l'argent, d'avoir des sous pour justement compléter un panier d'une épicerie qui est potable là, pour les gens, autant de viande, des fruits et légumes. Juste une petite parenthèse à cet effet-là. Ceux qui font des chèques, le faire au nom du Club de la Fraternité de Macamic. Ah, OK. Et non pas au nom du Club Lyon. Exactement. Vu que c'est la fraternité qui fait la distribution, qui change les chèques, etc. Donc, c'est important de faire le jouets pour enfants, oui. Jouets. Oui. Puis on parlait aussi de lunettes, de cartouches d'imprimantes, parce que c'est encore cette année aussi. C'est toujours le cas. On parle de petites cartouches d'imprimantes. Oui. C'est quelque chose qui nécessairement, c'est pas nécessairement redistribué dans la région, mais qui est envoyé au Lyon international, où ce que eux leur envoient des... Bon, en fin de compte, ils obtiennent $1 par cartouche usagée. Et puis, les organismes, en fin de compte, qui reçoivent ça, c'est principalement comme le Camp Coronis ou c'est des activités Lyon qui sont favorisées dans ce cas-là. Et puis, avec les lunettes, c'est encore là un regroupement dans le Lyon international où ce qui refont la distribution, dans les pays sous-développés. La date et l'heure de la collecte, M. Thibodeau? Alors, ça va être le 4 décembre. OK. Un dimanche? Un dimanche, oui. C'est toujours le premier dimanche. Nous avons un dimanche de décembre. Ça a été notre date là, qu'on a adoptée et puis qu'on garde. À 12h30. À 12h30. À midi et 30. C'est ça. On peut mettre le sac dans la poignée de porte si on ne veut pas être dérangé. Exactement. Le sac ou la boîte, la laisser près de la porte. Si vous absentez, c'est la même chose. Ça peut Identification des membres? Oui, exactement. Les véhicules sont identifiés. On a des crèches qui vont sur autocollants qui vont sur les portes, et puis on identifie les véhicules. OK. Fait qu'il reste à peine une minute, M. Thibodeau. Ceux qui voudraient s'impliquer et qui ne sont pas Lyon sont les bienvenus? Oui, parce que c'est toujours un travail là, assez important. Oui, c'est sûr. Je l'ai déjà mentionné, on fait au-dessus de 1100 portes 1100 foyers qui sont visités. Donc, c'est un travail assez colossal. Donc, on a besoin de... Et vous avez juste une journée pour le faire? On a juste une journée, puis de midi et demi à 3h30, 4h. Là, puis ceux qui, le 4, ne sont pas chez eux de la journée, mais aimeraient aussi faire un don, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Bien, c'est très facile. Contacter un membre Lyon. Je crois que à peu près tout le monde connaisse un membre Lyon dans la municipalité. Donc, c'est de contacter un membre Lyon, Charles Delisle, moi-même.
Lucien Flajol qui sont sur le comité. C'est très facile là, de rejoindre un membre Lyon. Puis soyez assurés qu'on va s'occuper de récupérer parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Monsieur Thibodeau, merci infiniment. Félicitations au Club Lyon de s'impliquer comme ça à chaque année parce que la pauvreté existe, on l'a dit, puis elle est présente aussi chez nous. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le 4 décembre, collecte de denrées non périssables par les membres Lyon d'Amakamek. Soyez généreux, s'il vous plaît. Ça n'affectera pas votre budget, mais seulement que ça va aider plusieurs familles. C'est de 12h30, midi et 30, jusqu'à 16h30 environ. Monsieur Thibodeau, merci infiniment et félicitations à vous et au Club Lyon d'Amakamek. Bien, un gros merci à toi aussi de nous accueillir. Ça fait toujours plaisir, Monsieur Thibodeau. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9.9. Au revoir.